notre cas d'école qui nous intéresse nous amène à développer un certain nombre de valeurs que les éthiciens du gouvernement du Québec ont les premiers, ont en tout cas rapidement, au début de la crise, tenté d'étayer. Et ce qui est au cœur de ce qu'ils ont appelé les 11 valeurs, c'est la confiance. Ça, c'est les 11 valeurs dont je parlais il y a 2 semaines. La confiance. Si on veut s'attaquer à ce qu'on estime être une épidémie, il faut, là le il faut, il revient tout le temps, c'est on doit, le verbe devoir, on doit susciter de la confiance. Bon, ça c'est, il me semble, c'est ma façon de découper et de lire. Lire, c'est un acte assez libre en fait. Vous pourriez très bien lire ce document-là puis l'articuler autrement que moi et avoir raison. Il n'y a pas une raison, il n'y a pas qu'une façon d'avoir raison, mais je vous propose une lecture qui est la mienne de ces 2 documents. La confiance me semble être centrale et elle est à la fois au service de la bienfaisance, c'est ça? La bienfaisance. La bienfaisance, c'est au fond, si la confiance est le nerf de la guerre, la bienfaisance est l'objectif suprême, c'est de travailler à faire en sorte qu'il y ait santé publique. C'est ça qu'on va nous dire dans ce document-là. Pour qu'il y ait bienfaisance, il faut qu'il y ait confiance en la science, en les institutions publiques et en l'expertise publique. Donc, le discours gouvernemental que j'étudie ici consiste à dire la bienfaisance, c'est notre objectif officiel, soigner les gens, faire en sorte que les gens soient en santé, sauver des vies, bon, tout ce qui nous a été dit pendant 2 ans. Et pour y arriver, il faut qu'il y ait de la confiance dans le discours officiel, la science, les institutions, l'expertise. C'est ça qu'on nous dit. Je ne sais pas si vous l'entendez comme ça. Et ça suppose ici 2 principes, au fond, voisins. Si on veut bien faire, la bienfaisance, ça veut juste dire bien faire, s'appliquer à faire le bien. En matière de santé, ça veut dire guérir, soigner, prévenir, ainsi de suite. Bon. Il faut susciter comme État la confiance en son savoir, en ses institutions, en la figure de ses experts, pour arriver à ce résultat-là, et ce, en faisant preuve de 2 attitudes, la prudence et la justice. La prudence, d'abord, qu'est-ce que c'est? C'est le principe de précaution, c'est-à-dire faire preuve de prudence dans l'ignorance, dans l'incertitude, dans le doute. Parce que je doute de la virulence d'un virus en 2020 ou en 2019, je fais preuve de prudence et je confine une population. 13 mars 2020. Rentrez tous chez vous, sortez pas, sauf si vous avez vraiment faim. Mais sinon, allez nulle part, bougez pas. Principe de précaution. Comme d'habitude, moi, quand je parle, là, c'est pas moi qui parle, j'essaie de me mettre à la place de l'instance ou du livre qu'on lit. Donc là, je fais comme si je pensais comme le rapport. Je serais capable de dire l'inverse dans une demi-heure. Et là, je parle comme si j'étais le rapport. Je fais mon A ou B. Là. Bon, là, c'est mon A qui parle. Là. C'est le gouvernement qui dit, voilà, la confiance est absolument centrale si je veux arriver à mes fins, c'est-à-dire la santé publique. Et arriver à mes fins en matière de santé publique, faire le bien, la bienfaisance, c'est être prudent dans un contexte d'ignorance. Et c'est faire preuve de justice, c'est-à-dire donner accès à des soins en vertu d'un principe de différenciation, c'est-à-dire qu'être juste, ça ne veut pas dire être platement égal avec tout le monde, c'est au contraire favoriser les vulnérables. Les personnes âgées, les personnes asthmatiques, les personnes qui ont été, je ne sais pas moi, exposées, voilà. Favoriser, donc faire preuve de différenciation, c'est une façon d'être juste.
Hein, on a tous vécu ça à l'hôpital. Je veux dire, à l'hôpital, c'est pas le premier arrivé qui est le premier servi. Pourquoi? Parce qu'il y a un principe de justice, et le principe de justice, c'est de soigner la personne qui en a le plus besoin. Si vous allez dans une salle d'attente avec une écharpe, vous attendrez 18 heures, hein, mais si vous arrivez avec, en faisant une hémorragie interne, vous allez passer tout de suite. Bon, c'est le principe de justice aussi. L'idée, c'est qu'on favorise les plus nécessiteux. Bon. Ça, c'est tous des principes éthiques, dans une éthique appliquée. Ça, c'est l'éthique comme on l'entend le plus souvent. Aristote, quand il parle d'éthique, il est plus dans les grands principes sur le souverain bien, et ainsi de suite, on l'a vu. Là, on est dans quelque chose de plus appliqué. Quelle est la boussole de l'éthique? Si vous travaillez dans le domaine de la psychologie du travail social, des sciences de la santé, peu importe, vous serez amené à vous poser des questions de ce type-là en vertu de ces critères-là. Donc, la confiance, elle suppose aussi qu'on induise un certain nombre de convictions, qui est notamment celui de la solidarité, la responsabilité et d'un concept très boiteux qui est dans le document que j'ai trouvé très faible conceptuellement, mais qui est là, c'est la non-malfaisance. C'est pas du beau français, ça. Voilà. En termes théoriques, là, excusez-moi, je l'écris mal, là, mais voilà, non-malfaisance, responsabilité, solidarité. Ça, c'est, si on veut que la population se comporte d'une manière adéquate pour arriver à soigner l'ensemble en vertu de principes de santé publique, il faut que la confiance fasse tenir toutes ces notions-là. Donc, si une population a confiance en ses scientifiques, en son État, en son expertise, nous disent les éthiciens. Après ça, je vais montrer comment dans le discours des éthiciens lui-même, ça se met à chavirer. Mais au début, c'est ça qu'on nous dit. Au début, on nous dit, si on veut arriver à l'objectif qui est celui de la bienfaisance, faire le bien, soigner, guérir, prévenir, bon, il faut qu'il y ait une confiance générale envers le discours des institutions qui nous dit quoi? Qui nous dit de porter des masques, de se confiner, de garder 2 mètres de distance, de ne pas dépasser la ligne jaune qui est ici, ça c'est une mesure, bon, de rester chez nous, de sortir mais seulement dans tel ou tel endroit, bon, ça c'est des mesures. S'il le faut, c'est qu'il faut comprendre qu'il y va d'un enjeu de solidarité. Bon, l'enjeu de solidarité, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que le sort de chacun est entre les mains de tous. Que c'est pas sur un plan individuel qu'on se sort d'une situation épidémiologique, mais que c'est d'une manière collective. Et que c'est en pensant d'une manière solidaire qu'on arrive à mettre les chances de son côté. Il s'agit de mettre fin à une chose aussi énigmatique qu'un virus, aussi invisible. La solidarité, c'est de considérer que l'enjeu ne relève pas simplement d'un individu par rapport à lui-même, mais d'un individu par rapport à sa collectivité, que c'est sur un plan collectif qu'il faut penser. C'est pas évident, ça, parce que le régime qui nous dit ça, c'est que l'État qui veut susciter confiance, il nous dit le contraire à peu près à longueur d'année. À longueur d'année, il nous dit qu'on est des individus, qu'on est méritants, qu'il faut penser à sa carrière, qu'on est des sujets rationnels, que tout ce qui compte, c'est de tirer son épingle du jeu dans une société où on est en concurrence les uns contre les autres. Continuellement, on nous adresse la parole sur un plan public comme des individus. Mais là, d'un coup, on nous dit, attention, on n'est pas que des individus, on est une collectivité. Donc là, on modifie complètement le discours et ça suppose un travail, un travail discursif particulier. Bon, il y a la question de la responsabilité, c'est d'identifier des moments où il en tient à soi de faire preuve de solidarité. On a une marge de manœuvre, tous. On peut ou pas obéir à des règles. On peut ou pas suivre des directives. On peut ou pas appliquer des normes, une réglementation, ainsi de suite. Et donc, cet espace de liberté-là, qu'on peut ou pas, mobiliser, quoi,
ben, cet espace de liberté là, qui est irréductiblement celui de chacun, ben, il suppose que chacun fasse sa part dans un acte de solidarité. Pourquoi? Pour ne pas nuire. La non-malfaisance. Ça, c'est le discours officiel. Le discours officiel, c'est de dire, nous avons des directives. C'est des directives qui vont à l'encontre de principes qui sont chers à un État libéral, des libertés. Donc, des directives qui vont à l'encontre de nos libertés, qui sont contraignantes, qui sont même ruineuses parfois sur un plan financier, commercial. Si on pense à, par exemple, des propriétaires de petites boutiques ou à des salariés qui tout d'un coup perdent leur emploi. Ils sont anxiogènes, donc c'est un sacrifice énorme. Et pour que vous les appliquiez, il faut que vous nous fassiez confiance. Il ne faut pas que vous pensiez qu'on dit n'importe quoi. Donc, pour nous faire confiance, il faut que vous croyiez que notre discours est scientifique. Des scientifiques qui nous disent que c'est ça qu'il faut faire. Là, la science, c'est une sorte de savoir en dernière instance. C'est un savoir supérieur qui est désintéressé, qui vise au fond à outiller les autorités publiques. Il faut croire aux institutions qui régissent ces discours-là, autant les hôpitaux que la police, qu'un certain nombre d'institutions qui sont en jeu. Bon. Et il faut croire aux experts, qui sont les personnes mêmes qui viennent nous parler en chair et en os, là, qui se revendiquent des titres à nous dire quoi penser, ou quoi faire, ou comment agir, ou quelles sont les directives. Et s'il y a cette confiance-là, oui, il y aura donc solidarité. Et dans l'espace de liberté qui est la sienne, ben, on se contraindra soi-même à suivre un certain nombre de règles qui peuvent être coercitives au sens où si on ne les suit pas, on peut avoir des amendes, on peut avoir des contre-coups qui vont nous inciter à être responsables. Il y a toujours un moment où on choisit de suivre ou pas des règles en vue de ne pas mal faire. Bon. Ça, c'est ce qu'on a vu là, dans ce rapport-là. Et ça, ce sont des éléments qui entrent en tension, surtout par rapport à 4 d'entre eux que je n'ai pas encore cités. Et il y a 11 valeurs, on est rendu à 3, 4, 5, 6, 7. Alors ça va avec la confiance ici. Il y a 7 valeurs ici. Bienfaisance, prudence, justice, qui sont plus de l'ordre dans des visées. Le nerf de la guerre et la confiance, qui est l'élément central. Imaginez une société qui n'a pas du tout confiance en l'autorité publique. Imaginez qu'on est en Union soviétique en 1987, là, puis quand un ministre parle, tout le monde se met à rire. Hein. Bon, ben ça ne marche plus. Et ça ici, c'est sur les points comportementaux, puis sur le comportement donc, qui est visé. La confiance, elle entre en tension avec 4 éléments. La transparence. D'abord. Ensuite, la proportionnalité. La liberté. La confidentialité. Ça, ce sont les 4 enjeux qui sont au cœur de la question de la confiance. Il faut faire confiance en une science, en des institutions, en des experts qui entament la confidentialité médicale. Et tout d'un coup, on nous dit qu'il faudra, pour à peu près toute activité, montrer une partie de son dossier médical au carnet de vaccination. C'est obligatoire, sinon vous restez chez vous, puis vous risquez d'être assez ostracisé socialement. Donc là, on lève un principe qui est celui de la confidentialité dans le domaine de la médecine, qui est une valeur éthique fondamentale. Normalement, au Canada, on n'était pas censé devoir montrer son dossier médical dans quelque opération sociale que ce soit. Ça, c'est nouveau. C'est tout à fait nouveau qu'on nous dise, ben, désormais, si vous voulez travailler, si vous voulez étudier, si vous voulez même avoir certaines prestations d'assurance chômage, il faudra que vous fassiez vacciner 2 fois et que vous le prouviez
autant de fois que nécessaire, puis vous allez même vous contrôler entre vous. Vous avez un restaurant et on exige, la loi exige de vous que vous vérifiez si les gens qui rentrent chez vous ont tel vaccin. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, du coup, cette notion éthique se trouve en quelque sorte à entrer en tension avec la question de la confiance. C'est-à-dire que là, ça, c'est de nature à entamer la confiance, parce que la confiance, elle coûte rien, elle vaut rien quand elle n'implique pas un enjeu. Quand on fait confiance, habituellement, c'est parce qu'il y a quelque chose en jeu et on peut perdre. Quand on fait confiance, la condition de possibilité de la confiance, c'est qu'il y a un enjeu. Je fais confiance à Georges, à qui j'ai prêté 2000 $. La confiance, qu'est-ce que c'est? Je sais qu'il va me rendre. Il y a un enjeu. S'il n'y a rien en jeu, il n'y a même pas de confiance à y avoir. Si vous partagez rien avec votre voisin, vous n'avez même pas à lui faire confiance. Mais vous pouvez, par exemple, lui faire confiance parce que 6 mois par année, vous n'êtes pas là, mais vous savez qu'il veille sur votre maison. Faites confiance. S'il se passe quelque chose, il va téléphoner. Ou il va... Bon, la confiance pose un enjeu. Ça, c'est un enjeu, la confidentialité. D'un coup, on nous retire un droit qu'on avait. On lève une liberté, puis on lève un droit qui relevait de l'éthique. Je n'ai pas, lorsque je me présente à un employeur, à montrer mon dossier médical. L'employeur ne va pas savoir si j'ai un dossier psychiatrique, si j'ai fait ceci, cela, si j'ai tel problème, si j'ai ma médicamentation. On n'est pas censé devoir montrer ça à quiconque dans notre État. Et là, tout d'un coup, on nous demande de le faire en partie. Donc là, ça se suppose un rapport, une tension. La liberté. Liberté d'expression, liberté de mouvement, liberté d'association. Le cours nous dit, vous voyez 20 personnes, pas plus, 10, 15, 22, 5, 3 personnes. Votre famille, bon, là, on les fait dessus, hein, les scénarios. Bon, ça, c'est la liberté qui est une liberté à laquelle on est habitué, là, qui est entamée. Alors, vous vous réunissez plus en public. Vous pouvez vous réunir dans un même lieu si c'est pour acheter de l'alcool, mais pas si c'est pour assister à une pièce de théâtre. Bon. Vous pouvez prendre le train, mais vous pouvez pas... Voilà, il y a eu comme toutes sortes de cas de figure, parfois frisant l'aberration, quoi. Des libertés ont été atteintes. La proportionnalité. On l'avait vu sur la proportionnalité en ligne, là, il y a 2 semaines. La proportionnalité, c'est doser les remèdes avec les mots. Dans quelle mesure on estime qu'un remède est proportionnel à un mal, c'est-à-dire adéquat, aurait dit Spinoza, c'est-à-dire pertinent. La question de la proportionnalité a commencé à se poser socialement, si on suit juste le débat public, quand on a parlé de faire vacciner les enfants. Là, ça a commencé à se dire, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'exposer des enfants à un vaccin dont on ne connaît pas du tout, au fond, les conséquences à long terme, parce qu'il est tout récent. Non, habituellement, ça prend 10 ans à homologuer un vaccin, les normes. Là, on va inoculer des enfants avec un vaccin par rapport à une maladie qui ne les concerne pas eux, mais dont ils peuvent être peut-être des vecteurs par rapport à d'autres. Donc, on va les utiliser, au fond, comme une sorte de zone tampon, quoi, de barrage. Et là, on a commencé à réfléchir sur la proportionnalité. Est-ce que cela vaut le risque? Parce que la proportionnalité, c'est toujours un rapport entre les bienfaits et la malfaisance. Est-ce que c'est un bienfait ou une malfaisance que, là je donne un exemple, mais on pourrait en nommer d'autres. Le confinement total de mars 2020 à avril 2020, qui a provoqué, puis là c'est des sociologues qui le disent, là, c'est pas seulement moi comme ça, mais la violence conjugale, dépression, anxiété, alcoolisme, toxicomanie, et ainsi de suite. Bon, il y a des gens qui ont commencé à se dire, est-ce qu'on n'est pas en train simplement de créer des problèmes sans nécessairement en régler un? Ou en réglant un, mais ou à des coûts tels que ce serait ce qu'on appelle une victoire à la Pyrrhus, c'est-à-dire une victoire qui nous coûte tellement cher qu'on peut se demander si c'est encore une victoire. Proportionnalité. C'est l'enjeu, la catégorie éthique qui est en cause. Et tout ça est de nature à affecter la confiance. C'est-à-dire que si on estime que les directives qui sont élaborées publiquement par des autorités publiques pour
arriver à un bienfait qui serait la santé publique. Vaste concept, hein, déjà. Bon. En exigeant des formes de solidarité et de responsabilité, en vue de la non-malfaisance quant à des directives, hein, si on estime qu'elles sont non proportionnelles, cela entame la confiance. On n'a pas confiance dans le jugement des dirigeants. On n'a pas confiance dans leurs mêmes intentions, à la rigueur. Dans des procès d'intention. Il y a beaucoup de procès d'intention. Ah, ils veulent contrôler les gens. Ah, c'est parce qu'au fond, ils sont à la solde des pharmaceutiques. Ah, ils enrichissent les pharmaceutiques. Alors là, la crise de la confiance, elle commence quand on estime que les remèdes ne sont pas proportionnels au problème. Ou que la liberté, qui est un principe qui est haut, est entamée. Ou que le droit à la confidentialité est trop important pour être comme ça bradé. On pourrait même estimer que, par exemple, ça c'est la confiance, ça peut aussi porter là-dessus, on pourrait estimer que tout ça est justifié en l'espèce, mais que cela ouvre la porte à d'éventuels abus dans d'autres moments de l'histoire. On pourrait se dire, d'accord, c'est justifié, mais si on commence, où est-ce qu'on s'arrête? À un moment donné, est-ce qu'on ne va pas obliger ceux qui ont des troubles d'apprentissage au secondaire à prendre tel médicament, sinon on les accepte plus à l'école? Est-ce qu'on va commencer à exiger de ceux qu'on estime être un peu déviants socialement à prendre telle médicamentation? Sinon, on ne leur donnera plus de prestations d'aide sociale. À quoi on ouvre la porte? Et là, ça peut entamer la confiance aussi. La confiance, elle peut être entamée. Entamée, vous voyez ce que je veux dire, mise à mal. Hein, la confiance peut être mise à mal ou entamée dans la mesure où même si on pense que ces directives-là sont justifiées, que c'est correct de lever la confidentialité sur le dossier médical, de brimer certaines libertés, hein, et d'y aller de contraintes qui sont proportionnelles aux mots, on va dire, mais ça ouvre la porte à des abus parce qu'on va finir par rendre, au fond, technique des mesures inconstitutionnelles, des mesures, au fond, illégales en règle générale. Alors là, vous voyez, mon exemple tombe à pic parce que hier, le gouvernement fédéral a déclaré la loi sur les mesures d'urgence. Je ne sais pas si je suis bien informé, mais une des dernières fois, sinon la dernière fois que cette loi-là a été invoquée, c'était en 1970, au moment de la crise d'octobre, quand le mouvement indépendantiste québécois posait des bombes et qu'on a mis tout le monde en prison indistinctement. C'est une loi très grave, hein, la loi des mesures d'urgence, qui suspend toutes les libertés. Donc là, le gouvernement fédéral s'est donné le droit de faire ce qu'il veut. Là, il peut aujourd'hui mettre n'importe qui en prison, sans procès, parce qu'il a voté une loi qui suspend les règles constitutionnelles. Il a ce pouvoir-là. Il a le pouvoir de supprimer ce qui le contraint en termes de droit fondamental, qui est la Constitution, les droits de la personne. Ça s'est fait hier. C'est parce qu'il y a une manifestation qui vire à un état de siège là, à Ottawa, et que c'est la façon qu'il a de faire preuve, au fond, de mesures discrétionnaires, c'est-à-dire, au fond, de laisser la police faire ce qu'elle veut. Alors, en vertu de ce droit-là, la police, par exemple, n'a plus à suivre son code de déontologie de la même manière, parce qu'elle a tous les droits. On a demandé aux banques de geler les actifs, hein, d'organisations qui étaient à la tête de la mobilisation. Ça, c'est en vertu de la loi sur les mesures d'urgence. Tout d'un coup, on va jouer dans le compte bancaire des gens. On se permet tout actuellement. Les libertés, aujourd'hui, là, depuis hier, là où les autorités publiques le souhaitent, sont totalement supprimées, provisoirement, mais totalement. Au Nouveau-Brunswick, le premier ministre a dit non, on n'en a pas besoin ici, ça va, on y arrive avec les mesures ordinaires à gérer la vie quotidienne des gens comme État. Mais en Ontario, on s'en réclame. Donc voilà, là où il peut y avoir un dialogue entre A et B. Vous pouvez très bien avoir un A qui fait confiance aux mesures, aux experts et aux scientifiques, aux institutions pour arriver à une fin qui est la bienfaisance, et B qui dit « Oh, attention, là, on joue avec des choses qui sont précieuses et on met à mal des valeurs. »
une des 11 valeurs, trois des 11 valeurs. Mais pour l'instant, je vous ai parlé seulement de 10 valeurs. Il y en a une 11e dont je n'ai pas parlé encore, c'est la transparence. Et la transparence, c'est là où je pense que le bas blesse. C'est là où on voit vraiment une tension particulière entre confiance et transparence dans le texte. Parce que, bon, ce que nous disent les auteurs, à la page 7 de ce document-là, où on était rendu, là, le document dont la couverture est foncée et qui est dans votre recueil, qu'est-ce qu'on nous disait? Page 7, hein, la confiance de la population, ça c'est l'intertitre, nous disait, la confiance à l'endroit des autorités et des institutions sociales relève de la plus haute importance en contexte de crise sanitaire. Confiance. Relève de la plus haute importance, c'est pour ça que je l'ai mis au milieu, parce que c'est le seul moment où les auteurs parlent d'une valeur de cette façon-là. On va nous dire ça c'est l'objectif, ça c'est la condition, ça c'est le contexte. La confiance est de la plus haute importance. Ça c'est ce qu'il y a de plus important. C'est pour ça que je l'ai mis au centre de mon... Ça, ce tableau-là ou cette répartition-là des 11 valeurs, vous ne la trouvez pas dans le document, vous la trouvez dans mon interprétation. Mais là où je justifie que la confiance est au milieu, c'est cette phrase-là. Bon. Là, surveillez bien comment les choses sont inscrites. Deuxième phrase de ce deuxième paragraphe, la page 7. Les individus doivent être en mesure de croire que les mesures qui leur sont imposées et proposées sont appropriées et proportionnelles aux problèmes qu'elles visent à résoudre. Bon, c'est assez mal écrit généralement. Là, vous avez remarqué que le mot « mesure » revient 2 fois. C'est une maladresse là, stylistique. Les individus doivent être en mesure de croire que les mesures qui leur sont imposées, mesures, ici la deuxième fois, ça veut dire les règles, les normes, les contraintes, les obligations, les lois spéciales, tout ce qu'on nous impose, là. Bon, encore jusque dans cette salle de classe maintenant. Les individus doivent être en mesure de croire que les mesures qui leur sont imposées et proposées sont appropriées, la proportionnalité, sont appropriées, sont justifiées et proportionnelles, on l'a tel quel, aux problèmes qu'elles visent à résoudre, et que, conséquemment, les sacrifices qu'on leur demande en valent la peine. Bon, j'arrête là, ces 2 premières phrases-là. Ce qui est intéressant, c'est le verbe « devoir ». J'y reviens. Les individus, on parle de nous, là, les citoyennes, les citoyens. Je trouve ça assez drôle qu'on dise individus, d'ailleurs. Moi, j'aurais dit citoyennes et citoyens parce qu'on est dans un contexte de droit, là, où on est censé avoir des droits, des devoirs, ainsi de suite. Les questions de notre appartenance collective. Normalement, en termes rigoureux, on dirait les citoyennes et les citoyens, pas juste des individus. Les individus, c'est un petit peu comme quand on se pense de manière atomisée puis flottante, puis on est ou consommateur, électeur, citoyen, on est toutes sortes de choses. Quand on est individu, ça veut juste dire qu'on est isolé dans sa personne. Les citoyens et les citoyennes supposent qu'on a des droits en vertu d'un État qui nous en confère et qui nous confère aussi des obligations. Enfin bref, je vais corriger. Les citoyennes et les citoyens doivent être en mesure de croire que les mesures qui leur sont imposées et proposées sont appropriées et proportionnelles. Qu'est-ce que ça veut dire que ce doivent? Est-ce que ça veut dire que qu'on doit perdre toute liberté d'être en désaccord? Est-ce que ça veut dire qu'il faut être dans un contexte dans lequel on ne peut qu'être d'accord pour qu'il y ait une adhésion aux règles édictées? Les individus doivent être en mesure de croire. Donc, les individus doivent croire. Parce que le être en mesure de, il fait simplement, au fond, parler d'un contexte où, au fond, il faut que les citoyens croient la science. Bon. Et ce « il faut » il a 2 titres. Hein, ce « ils doivent ». Il concerne d'une part les citoyens. Hein, les citoyens doivent croire, au fond, ce qu'il leur est dit, sinon ils seront pas solidaires, ils seront pas responsables, ils vont faire la
La malfaisance? Comment c'est écrit? C'est pas de non-malfaisance, ça. La non-bienfaisance, je crois que c'était ça. La non-bienfaisance, la malfaisance. Bon, c'est... ce devoir-là, ensuite, il est reporté sur les États. C'est que pour que les gens soient en situation de croire l'État, l'État doit placer les citoyennes et citoyens en situation de croire. Donc, il faut créer un contexte dans lequel les citoyens vont nous croire, nous, État. C'est impératif de susciter la confiance. Et pour susciter la confiance, les États doivent créer un contexte dans lequel on les croira. C'est absolument impérieux que l'État soit cru. On doit faire en sorte d'être cru comme État si on veut arriver à l'objectif qu'on se donne, qui est officiellement la bienfaisance. Et là, je vous réfère au deuxième paragraphe du document et à la deuxième phrase de ce deuxième paragraphe. Afin de maintenir la confiance de la population et de susciter sa collaboration, les décideurs publics doivent être en mesure de fournir une explication transparente de leurs décisions. La transparence. Ils doivent parvenir à expliquer et à justifier, en fonction de l'ensemble des variables contextuelles du processus décisionnel, les valeurs priorisées pour soutenir les mesures de santé publique, ainsi que les moyens mis en place pour atténuer les conséquences négatives liées aux valeurs non priorisées ou aux intérêts sacrifiés. Je vous lis aussi la phrase qui est la dernière du premier paragraphe, là, le paragraphe que je disais tout à l'heure, la phrase qui lie ces deux propositions que j'ai avancées. Or, l'urgence quant à la prise de décision, la particularité des contextes sociaux et les incertitudes sociales et scientifiques constituent des contraintes importantes pour établir et maintenir cette confiance. Bon, il y a beaucoup de choses qui sont dites là, puis c'est pas évident. Et ça pose beaucoup de problèmes. Tout est là. Cette page 7 et puis la page 15 que je vais dire tout à l'heure sont les plus importantes. Parce que là, on nous dit, là, pour que ça marche, ça, les gens doivent nous croire, nous, État. Et pour qu'ils nous croient, eh bien, il faut faire preuve de transparence, c'est-à-dire exposer des raisons. Parce que si vous avez un type qui arrive et dit désormais, vous faites ceci, vous faites cela, il ne donne aucune raison, on ne le croira pas. C'est pour ça que depuis 2 ans, vous avez continuellement des chefs d'État qui sont avec leur scientifique en chef. Le scientifique en chef, c'est quoi sa fonction anthropologique? C'est susciter de la confiance. On se dit, c'est pas juste le premier ministre qui parle, c'est un premier ministre qui, finalement, avalise la science. Il y a la science à côté. Moi, je suis premier ministre et j'ai ma scientifique à côté qui vient dire, ce que le premier ministre annonce comme directive, la science le soutient. Et donc, ça va susciter de la confiance. Si vous enlevez la scientifique en chef ou le scientifique en chef, que ce soit Mme Russell ici, M. Arruda au Québec, M. Fauci aux États-Unis, puis nommez-les, là, ils ont tous leur espèce de font d'experts officiels, la confiance risque de s'effriter parce qu'on va dire c'est simplement un chef d'État qui fait l'autocrate. C'est un totalitariste qui vient nous imposer ses vues. Alors que là, la science vient susciter la confiance. Et donc, ça, on appelle ça la transparence. On dit, voilà, il faut être transparent, c'est-à-dire qu'il faut exposer les raisons scientifiques des directives, des contraintes et des sacrifices qu'on demande. Et parce qu'il y a transparence, il y aura confiance. On va dire, c'est fondé. La science le dit, la science. Bon. Mais je vous ai cité en dernier lieu un passage qui est le dernier paragraphe la dernière phrase du premier paragraphe de cette partie là, sur la confiance, au milieu de la page. Là, je vais reprendre les choses autrement. Le deuxième paragraphe de la page, la dernière ligne de ce deuxième paragraphe, vous avez l'urgence quant à la prise de décision, la particularité des contextes sociaux et les incertitudes sociales et scientifiques constituent des contraintes importantes. Les incertitudes scientifiques. C'est qu'on est transparent sur la science,
Mais en même temps, un des obstacles, ce sont les incertitudes scientifiques. C'est bien ça qu'on lit, les incertitudes sociales et scientifiques. C'est-à-dire qu'on a des discours qui sont censés susciter confiance parce qu'il y a la science qui les corrobore, mais cette science-là est traversée par l'incertitude. Est-ce que vous me suivez, là? Vous avez une scientifique qui est là pour fonder un discours et en même temps, un des obstacles, ce sont les incertitudes scientifiques. Donc, je vais l'écrire, simplement. La confiance est suscitée par la transparence, je vais mettre ça ici, qui suppose la science, mais la confiance, elle a pour obstacle l'incertitude scientifique. C'est compliqué, ça. Imaginez-vous, je suis un chef d'État, vous êtes une chef d'État. Et vous avez à annoncer une population qu'elle ne pourra plus sortir de chez elle, elle ne pourra plus travailler, elle ne pourra plus voir des gens, elle ne pourra plus voir les malades, les personnes âgées, les grands-parents, ainsi de suite. Et pour justifier ces directives-là, vous avez la science qui est à côté de vous, dans la personne d'une experte. Et cette personne-là, elle fonde la science au milieu d'incertitudes scientifiques, au milieu du doute. Parce que c'est bien de ça qu'il s'agit, une situation sociale dans laquelle on n'a pas réponse à tout du tout. Donc l'obstacle pour la confiance, c'est l'incertitude scientifique elle-même. Ça peut sembler emperlificoté, mais allons tout de suite à la page 15. Où on se demande une question très claire. Et là, je vais tout de suite au dernier paragraphe de la page 15. Dans quelle mesure doit-on être transparent pour susciter la confiance? C'est la question qui est posée, page 15. Dans quelle mesure doit-on être transparent pour susciter la confiance? Est-ce qu'il faut tout dire? Et là, la réponse, c'est ou bien. Est-ce qu'il faut tout dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ou bien, on dit, la science sait, ou bien, on dit, la science a des doutes. Bon, ça c'est ce que dit le document. Si on veut susciter de la confiance, il faut être transparent. Si on dit la science sait, elle fonde un discours, à ce moment-là, on suscite la confiance. Si on dit la science a des doutes, il y a des débats. Les virologues ne sont pas d'accord entre eux. Les épidémiologistes ne sont pas d'accord entre eux. Les docteurs en matière de pathologie ne sont pas d'accord entre eux. Il y a un débat dans la science. À ce moment-là, on risque de miner la confiance. On risque de faire douter les gens du bien fondé des politiques. Alors peut-être qu'il ne faut pas tout dire. Peut-être qu'il faut cacher cet aspect-là des choses. Parce que sinon, on va créer de l'anxiété. Alors que peut-être que c'est une posture éthique que de fonder la confiance sur une demi-transparence, sur une transparence ciblée, sur une transparence visant à fonder un discours suscitant de la confiance, parce que sinon, si on dit trop aux gens qu'on n'est pas trop sûr de notre coup, qu'on fait du mieux qu'on peut, qu'on y va un peu comme ça au hasard, à l'intuition, peut-être qu'il y a des gens qui ne nous suivront pas, et il va s'en suivre un grand nombre de problèmes. Et ça, c'est littéralement ce qui est écrit là. Et on va le voir ensemble tout de suite. Du point de vue des valeurs, ça c'est le dernier paragraphe de la page 15, un enjeu se précise. D'une part, la transparence exige une diffusion d'informations détaillées, ce qui implique inévitablement la communication d'incertitudes scientifiques. La communication d'incertitudes scientifiques qui perdure à propos du virus, de son mode de transmission et de l'immunité acquise, mais surtout quant aux risques et aux suites du déconfinement. Et j'ajouterai ici, cela vaut pour les vaccins.
Ça vaut pour les vaccins aussi. C'est des principes qui transcendent la seule circonstance du printemps 2020. Hein. Pour certaines personnes, là c'est le ou bien qui commence. Pour certaines personnes, la communication des incertitudes contribue à ce qu'elles se fassent une meilleure idée de la situation, ce qui renforce ainsi la confiance qu'elles portent aux autorités de santé publique et aux décideurs. Autrement dit, il y a des gens, une catégorie de personnes, qui sont en situation de confiance quand on leur met tout sur la table. On leur dit, voilà, ça c'est la raison pour laquelle on prend cette décision-là, mais sachez qu'on n'est quand même pas sûr, parce que peut-être qu'on se trompe, et peut-être qu'on va découvrir dans 6 mois, ou dans 1 an, ou dans 3 ans, ou dans 10 ans, que c'était pas la bonne décision, mais pour l'instant, au meilleur de nos connaissances, voilà ce qu'il faut faire, mais voilà les raisons de penser autrement. Là, il y en a qui vont avoir confiance. Ils vont dire, ah, ces gens-là, ils nous disent tout. Et parce qu'ils nous disent tout, bon, on est prêt à les suivre, même si on est prêt même à se tromper avec eux, parce qu'ils ont l'honnêteté de simplement tout nous dire. Ils sont transparents. Je continue à lire. Par contre, la communication des incertitudes peut entraîner chez d'autres personnes une confusion quant au comportement adopté en matière de protection de soi et d'autrui, et donc générer de l'anxiété. Dans un souci de non-malfaisance, c'est ça le concept de tout à l'heure, non-malfaisance, c'était simple. J'arrive pas à l'intégrer. Dans un contexte de non-malfaisance, ne pas faire le mal, qui m'apparaît faire le bien, dans un souci de non-malfaisance, les informations concernant l'évolution de la pandémie ne devraient être divulguées que si leur diffusion ne risque pas de causer plus de tort que de bien. Autrement dit, les éthiciens disent au chef d'État, si la science doute, et que vous pensez que ça peut faire douter les gens au point où ils ne se comportent pas comme vous voudriez qu'ils se comportent, parce qu'ils doivent vous croire pour que le système marche, ne leur dites pas. Ne leur dites pas que la science doute. Présentez la science comme étant, au fond, un discours de certitude avec une sorte de conviction absolue du caractère fondé des résultats. Parce que, sinon, ils risquent de ne pas vous croire. Bon, ça c'est un dilemme très important. Un exercice que j'aurais pu faire en éthique, mais que je ne ferai pas, ça aurait été de vous dire, vous êtes chef d'État. Vous avez des experts en éthique qui viennent vous voir et vous disent littéralement ça, là. Okay, c'est à vous de décider. Vous êtes ministre de la Santé du Nouveau-Brunswick, de l'État du Maine, peu importe. Et là, on vous dit, vous avez le choix. Ou bien vous dites tout, vous dites à vos concitoyens, les vaccins, on pense qu'ils ne nuisent pas à la santé. Faites-vous tous vacciner. Bon, même s'il y a une marge d'incertitude, voilà pourquoi. Bon. Et à ce moment-là, vous risquez de miner la confiance. Ou bien vous ne dites que ce qui est de nature à favoriser la confiance et vous taisez toutes les incertitudes de la science. Et vous présentez la science comme étant affirmative, résolue, certaine, voilà, fondée, presque absolument. Pour susciter un comportement qu'on juge nécessaire en sortant de la solidarité, responsabilité pour la bienfaisance, et ainsi de suite. Bon. Voilà, ça a été le débat. J'aurais pu simplement vous inviter à faire cette réflexion-là. Votre discussion entre A et B peut très bien porter là-dessus. Est-ce qu'il faut dire ou ne pas dire ce qu'il en est? Ça, c'est un débat, mais philosophique, là. Est-ce qu'il faut dire aux gens tout sur le plan de la science pour qu'ils soient éclairés et consentants? Libre, parce qu'en médecine, la liberté, c'est le choix consentant. Hein? C'est ça le serment d'Hippocrate, puis la déontologie médicale, c'est de prendre des décisions en matière, je veux dire, de cancer, en matière d'intervention chirurgicale, en matière de vaccin, de manière libre et éclairée. On met sur la table tout ce qu'on sait, puis on vous dit, c'est à vous, en dernière instance, de choisir. Bon, est-ce que c'est ce qu'on fait pour toute une population? Ou on dit à une population, on va simplement vous dire ce qui est susceptible de favoriser votre confiance. Bon. Je ne sais pas si vous êtes rendu jusque-là, mais à la page 16, qui est avant la conclusion, la toute dernière phrase du rapport, page 16, l'avant-dernière phrase, dans le dernier paragraphe, je commence à la deuxième phrase, ainsi.
Ainsi, la référence à la science, entre guillemets, là, la science, celle qu'on convoque tellement depuis 2 ans, là, la science. La référence à la science ne peut être présentée comme source unique des décisions de santé publique. La référence à la science ne peut être présentée comme source unique des décisions de santé publique sans que soient indiquées en parallèle les principales zones d'incertitude et les raisons qui fondent la décision malgré les incertitudes, notamment les raisons politiques. Et on pourrait dire que c'est là qu'il commence à y avoir de la politique. Il commence à y avoir de la politique quand on prend des décisions, même si c'est fait en ignorance de cause. Parce qu'à un moment donné, il faut bien décider. Puis le politique, c'est quoi sa job, si je peux me permettre d'être vulgaire? Hein? La job de la politique, c'est de décider. Voilà, on arbitre. Hein? Il y a des scientifiques qui nous disent une chose, il y a des parts de doute, il y a les camionneurs qui nous disent autre chose, il y a les pharmacologues qui arrivent avec leur soif de profit. C'est une connaissance là, qu'on entend. Puis on a ensuite les chambres de commerce, puis les étudiants, puis bon, dire tout le monde arrive avec son point de vue, puis le politique, il tranche. C'est ça son métier. Il ne fait pas de la science. La politique ne fait pas de science. Elle n'a pas à faire semblant de faire de la science. Ce que nous disent les éthiciens. Bon. Vous n'êtes pas d'accord. Vous n'avez pas à être d'accord avec moi. Là, ce que je vous donne, c'est un point de vue que vous pouvez librement réfuter. Je ne vous demande absolument pas d'y adhérer. Je vous dis simplement pour qu'on se situe puis qu'on avance dans la discussion qu'à mon sens, les autorités publiques ont choisi cette option-là en Occident. C'est-à-dire faire comme si on savait en toute chose. Et d'exiger le plus possible des médias qui relaient cette position-là. Voilà ce que la science sait, il n'y a pas d'incertitude, et ceux qui disent que des incertitudes sont des fous, des paranoïaques, des complotistes, des délirants, des suprémacistes de blanc, bon là, on va trouver des étiquettes pour surtout les discréditer, parce que pour avoir droit à une confiance générale, il faut absolument convaincre les individus, comme ils disent, les citoyennes et les citoyens, qu'il y a un fondement scientifique par rapport auquel on est transparent, alors qu'on ne l'est justement plus. Et ma position aussi, mais là je vous la donne simplement pour que vous sachiez d'où je vous parle, et je vous invite à être en désaccord avec moi. J'apprécie les désaccords. Sentez-vous obligé d'écrire comme moi, là, ça ne marchera pas. Il n'y aura pas de plus de sympathie ou moins de sympathie. Mon impression, c'est que s'il y avait eu un peu plus de ceci, il y aurait eu plus de confiance. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont mis à douter parce qu'ils n'avaient pas droit à cette part d'incertitude. On s'est dit, c'est trop lisse, c'est trop parfait, et on s'est mis à lire par soi-même et à se dire, c'est quand même curieux, normalement, homologuer un vaccin, ça prend 10 ans, normalement, voilà, j'ai lu ceci, j'ai lu cela, j'ai lu sur des méthodes, comment ça se fait qu'on n'en parle jamais, et quand on en parle, comment ça se fait qu'on est ostracisé. Et j'ai l'impression, moi, que la contraction de la transparence quant à ce qui est convaincant, du point de vue de la science, a généré davantage un manque de confiance que de la confiance. Je ne sais pas si vous suivez mon raisonnement, là. Mais c'est qu'en se montrant absolument sûr de son fait, on suscitait plus du doute que de la confiance. Alors que si on avait été plus humble, on va dire, nous, on vous recommande ça, mais on est dans une situation de toute façon où tout le monde est pas mal dans le brouillard. Hein. Et voilà, les scientifiques ne sont pas d'accord entre eux. C'est juste l'admettre, c'est un fait. Aujourd'hui, les scientifiques ne sont pas d'accord entre eux, les épidémiologues ne sont pas d'accord entre eux, les virologues ne sont pas d'accord entre eux. Plutôt que de dire, il y a les bons virologues, les mauvais virologues, il y a les bons experts, les mauvais experts, il y a les bons épidémiologistes, les mauvais. Et puis, nous, on a choisi, ceux qui pensent comme nous sont bons, ceux qui pensent contre nous sont mauvais. Enfin, il y a eu beaucoup de polarisation que les scientifiques eux-mêmes ont regretté les premiers, y compris ceux qui étaient d'accord avec le gouvernement. Bon. Et cela a suscité du doute. Et ce qui explique peut-être les manifestations auxquelles on assiste ces temps-ci. Surtout quand tout d'un coup, les États se sont mis à avancer à des cadences inégales. Vous avez par exemple des États aujourd'hui qui présentent la crise sanitaire, le COVID-19 comme étant une maladie endémique,
comme je veux dire, qui ne méritent même plus d'avoir une attention particulière. Je pense au Royaume-Uni, à l'Irlande, il y en a d'autres, en Europe de l'Est, ainsi de suite. Puis vous en avez d'autres qui ont des contraintes extrêmement fortes. Et donc, là, d'un pays à l'autre, ben, évidemment, on s'observe. On se dit, mais comment ça se fait que les voisins estiment que c'est juste une maladie comme une autre, puis nous, on en fait... Bon, après ça peut être lié au système de santé publique, parce qu'on arrive à le financer convenablement. Quand on a, comme aux États-Unis, quand on n'a pas de système de santé publique, c'est pas un problème. Je dis que les gens tombent malades aux États-Unis, puis meurent, puis ils s'en moquent. Je veux dire, c'est une affaire privée, la santé. Où vous avez un contrat d'assurance pour vous faire soigner, où vous mourrez la gueule ouverte dans la rue, on va vous marcher dessus, c'est pas grave, c'est juste une question d'argent. Bon. Donc là, quand vous n'avez pas de système public, forcément, vous n'avez pas le même rapport à la... Et ça aussi, c'est une question éthique qui peut entrer en ligne de compte. Alors ça, c'est ma position, mais c'est une position que je tiens à vous livrer, pas pour que vous pensiez comme moi et pas pour vous convaincre, mais simplement que vous sachiez à quelle enseigne je loge, pour pas faire de mystère. Là. Voilà, ça, c'est là où je loge. Et je suis absolument convaincu qu'il y a d'autres positions aussi pertinentes que la mienne, et je suis prêt à les entendre, et c'est pour ça que je veux faire cet exercice-là. Alors, moi, demain matin, je peux changer d'avis. Je suis pas comme polarisé ou braqué sur des positions comme trop de monde l'est. Et d'ailleurs, ce qui m'étonne dans cette situation sociale dans laquelle nous sommes, c'est à quel point les gens sont braqués sur des positions alors qu'ils sont parfaitement incompétents. C'est des gens qui n'ont aucune notion, aucune compétence, mais tout d'un coup, ils sont comme braqués sur une position, puis on ne saurait les faire évoluer. Avec tout ça, il est quelle heure? On a commencé il y a 1 heure. Un peu plus, un peu moins, un peu plus. Je vous cite un ancien premier ministre français, qui s'appelle Lionel Jospin, qui a été premier ministre de 1997 à 2002. Et il a témoigné dans une sorte d'enquête qui a été faite sur le rôle du premier ministre en France par 2 journalistes qui s'intéressaient à ce que c'est que d'avoir des fonctions publiques. On est très dur envers nos responsables politiques. Je ne pense pas qu'on ait tort de l'être, mais il faut juste savoir qu'humainement, ce sont des fonctions insupportables. Je veux dire, nous, si on avait toutes les décisions qu'on a à prendre à un chef d'État dans des situations de crise, plusieurs d'entre nous craqueraient. C'est quand même très, très prenant comme métier. C'est des gens d'une catégorie particulière qui s'y plaisent. Hein. Donc, on avait demandé à Lionel Jospin, donc ex-premier ministre français, quand est-ce qu'on se sent seul dans l'exercice du pouvoir? Et on a posé la même question à d'autres premiers ministres. Et ce qui est intéressant, c'est que beaucoup ont répondu sur des questions de santé publique. Parce que, contrairement à ce qu'on tend trop à nous dire aujourd'hui, c'est compliqué les décisions de santé publique. C'est pas vrai que la science nous dit quoi faire puis on l'applique. C'est compliqué. Et il dit ceci, Lionel Jospin, par rapport aux décisions les plus dures qu'il a eu à prendre comme chef d'État. Je le cite. « Faut-il ou non maintenir la vaccination obligatoire contre l'hépatite B, décision qu'il a à prendre au tournant du siècle, faut-il ou non maintenir la vaccination obligatoire contre l'hépatite B si elle entraîne parfois un certain nombre de scléroses en plaques? » Hein? 2 rationalités s'opposent et aucune des 2 ne va disparaître selon la décision que vous prenez. Fin de la citation. Donc, il y a un premier ministre qui dit, bon, là, moi, j'ai un dossier sur ma table, là, j'ai le pouvoir de rendre obligatoire la vaccination contre l'hépatite B, qui est une maladie grave, mais je sais qu'en rendant obligatoire cette vaccination-là pour protéger ma population contre cette maladie grave-là, j'expose un nombre significatif de gens à des problèmes de sclérose en plaques. C'est un peu comme une loterie là, qui vont proportionnellement là, se manifester chez plusieurs d'entre eux, mais je ne sais pas qui, ni quand, ni dans quelle proportion exacte. Ça, c'est ce qu'il appelle 2 rationalités. Bon. Le schéma ici consiste à dire, est-ce qu'on expose les 2 rationalités? Et on dit aux gens, ben voilà, il y a comme une question philosophique qui nous échoit collectivement, puis j'ai tranché de telle façon, mais voilà les tenants et aboutissants. Ou est-ce qu'on tait ces 2 rationalités pour n'en conserver qu'une? Mais le premier ministre, Lionel Jospin, à ce moment-là, dit, il le confie plusieurs années plus tard, parce que la décision qu'il a prise n'était pas nécessairement l'objet d'un émoi comme ces années-ci, mais il reste qu'il était face à 2 rationalités. Et parfois, il y a 3 rationalités, 4 rationalités. Mais c'est à cela que je vous invite à vous livrer quand on va
faire un travail, quand vous allez faire votre travail dialogique, là, le dialogue, là, c'est d'opposer deux rationalités. Rationalité A, une rationalité B, en matière d'éthique, sur ces questions-là.